Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis de retour après 2 semaines sans épisode. Comme tu le sais peut-être, je suis passée de la diffusion de mes épisodes du mercredi au dimanche. Et en fait, ça a pas mal chamboulé mon organisation. Il faut savoir que je batch pas mes podcasts. Ça veut dire que je regroupe pas la création, l'enregistrement, l'édit, le post, tout ça de mes podcasts. En fait, je pense que c'est une façon pour moi de garder le podcast le plus authentique possible. Pardon. C'est pour ça que je traite les sujets qui m'intéressent et qui peuvent t'intéresser au moment où ils se présentent et en fonction des problématiques actuelles que je rencontre plutôt qu'en préparant tout ça un mois à l'avance ou 2 mois, etc. Je sais pas si c'est une bonne méthode du coup, vu que là, le simple fait d'avoir chamboulé mon planning, ça m'a fait rater 2 épisodes. En fait, d'habitude, je fonctionne de manière assez simple, c'est-à-dire que le mardi, très souvent c'est le mardi, je crée l'épisode dans le sens où je liste les points les plus importants que je vais aborder. Ensuite, je l'enregistre et souvent, il arrive que je puisse même pas l'éditer avant le mercredi matin. Donc je l'édite au dernier moment juste avant de le poster. C'est clairement du juste à temps. Et là, comme j'ai changé la diffusion du podcast du mercredi au dimanche, j'ai dédié mes débuts de semaine à autre chose. Et à la fin de la semaine, je suis arrivée, je me suis dit merde, j'ai pas enregistré mon épisode. Et j'avais plus de bloc de temps pour faire l'épisode parce que au final, ça prend quand même pas mal de temps de faire ça. Et puis surtout, j'ai une règle, c'est que je bosse pas le week-end, maintenant que je vis plus seule et que aussi je donne pas de concert. Donc voilà, c'est une règle que je me suis fixée, que j'essaye de tenir, sauf aujourd'hui, je t'en parlerai juste après. Enfin bref, tout ça pour dire que peut-être prochainement, je vais essayer une nouvelle façon de faire pour le podcast, pour qu'il soit un petit peu plus régulier et que je sois moins en speed pour produire les épisodes. D'ailleurs, en parlant de choses nouvelles, justement aujourd'hui, je tente un nouveau truc. On est donc dimanche, c'est exceptionnel. Il est 14h27 heure de Dubaï et exceptionnellement j'enregistre là aujourd'hui parce que le contexte s'y prête aujourd'hui et aussi pour tester justement cette nouvelle façon de faire. Aujourd'hui je vais tenter d'enregistrer l'épisode comme un live et de le poster sans edit avec donc possiblement des bafouillages comme ça a été déjà le cas dans les quelques secondes qui viennent de précéder. Et j'aimerais que tu me dises dans les commentaires de l'épisode si c'est un format que tu apprécies, si te paraît plus naturel ou si au contraire tu préfères des épisodes qui sont plus nets entre guillemets. Sachant que de base, je scripte déjà pas mes épisodes au mot près, je mets que des listes d'idées à aborder et je parle plutôt naturellement, donc au final l'édit reste assez léger, mais il y en a toujours un petit peu parce qu'il y a toujours quelques bafouillages, ça m'arrive de reprendre des phrases de temps en temps, etc. Là, j'ai vraiment envie d'essayer de faire quelque chose de vraiment 100% naturel, sans aucun edit. Je vais juste mettre le podcast dans le nouveau logiciel que j'utilise, qui est Adobe Audition 2023, et je vais juste enlever les silences de manière automatique, c'est-à-dire qu'il y a un outil dans ce logiciel qui permet d'enlever les silences. Alors je ne sais pas s'il va respecter quand même des temps de pause ou pas, ça sera un petit peu la surprise. C'est vraiment un épisode test, donc si jamais tu sens que les silences sont pas assez présents, qu'il n'y a pas assez de pause, que le rythme est trop speed, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et en tout cas, sache que je vais écouter tous les retours que vous allez me faire, que tu vas me faire, et j'agirai en fonction de ces retours-là pour le prochain épisode. Ce nouveau test, il fait partie d'une série de changements que je suis en train d'apporter dans mes process et dans mon business, notamment sur On The Move, et je vais d'ailleurs me lancer un énorme challenge pour 2024 qui fera l'objet d'un prochain épisode. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on parle de posture. Pour rappel, très brièvement, parce qu'on entend souvent ce terme posture, mais parfois c'est pas très clair. Pour faire simple, la posture, ça désigne l'attitude et le comportement d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, dans la gestion et la direction de son entreprise. C'est aussi simple que ça. Et pour que cette posture elle soit cohérente avec la réalité et avec tes objectifs, on va revenir sur des termes qui sont très souvent mal employés pour définir différentes catégories de chefs d'entreprise. Ce sujet, j'en ai eu l'idée il y a quelques jours, parce que j'ai eu une très brève conversation avec Tony Neves, c'est un formateur en ligne dont j'apprécie beaucoup le contenu. Il est en train d'écrire un livre actuellement et il a demandé à sa communauté sur son canal Instagram de l'aider à choisir le titre. Et parmi les propositions, il y avait, entre guillemets, donc je cite, « nouveau CEO ». Alors, il existe de nombreux termes pour désigner les personnes qui ont choisi de créer ou de reprendre une entreprise. Par exemple, on entend le terme de entrepreneur, freelance, travailleur indépendant, CEO, solopreneur, infopreneur, parfois même homme d'affaires. Bon là, pour l'épisode, peut-être que si tu me connais, tu le sais déjà, mais comme je déteste employer des mots masculins quand ils désignent des catégories de personnes qui ne sont pas forcément que des hommes, là, je vais préférer le terme de personne d'affaires, juste voilà pour l'épisode, pour que ce soit un peu plus juste, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui m'écoutent, et je trouve jamais ça très juste de mettre des mots 100% au masculin quand il y a d'autres mots qui peuvent permettre d'inclure toutes les personnes. Donc tous ces termes, en fait, c'est des sous-catégories de la catégorie principale des chefs d'entreprise.
Une personne, elle est chef d'entreprise tout simplement lorsqu'elle est à la tête d'une entreprise, quel que soit son statut juridique. Ça peut être une EI, une EIRL, une SASU, une SAS, une SA, une SARL, etc. Et peu importe aussi sa taille. Donc sans transition, on va démarrer avec le terme qui m'a inspiré cet épisode, c'est le terme de CEO. Donc CEO en français, mais on prononce CEO en anglais. Et en fait, cette traduction, c'est celle du terme PDG en français. Avant toute chose, on va mettre les points sur les i avec cette notion de CEO. Donc ce terme, il signifie précisément Chief Executive Officer, autrement dit PDG dans sa transposition française comme je viens de te le dire. PDG, ça veut dire président directeur général ou présidente directrice générale. Si tu es sur LinkedIn ou si tu suis des comptes business sur Insta, c'est obligé que tu aies déjà vu ce terme parce qu'il y a de nombreuses personnes qui l'utilisent et très souvent, notamment à tort, pour se donner un titre qui a une connotation assez élevée. Être CEO, en fait, ça renvoie à l'image de quelqu'un qui a de lourdes responsabilités. C'est un peu l'image même du patron, entre guillemets, comme on l'entend depuis des générations. Tu vois, le bonhomme en costard qui regarde sa montre très chère dans son grand bureau et qui prend des décisions très importantes pendant que ses employés, dont il connaît même pas le nom, charbonnent. Mais on va revenir à la réalité 2 minutes. L'immense majorité des CEO sur les réseaux, en fait, ils sont CEO de rien du tout. Voilà, ça, c'est dit. Et pour être un peu plus précise sur ce terme, voici quelques points clés que je voulais aborder avec toi. Les CEO ou les PDG, ce sont les directeurs généraux d'une entreprise. Le directeur général, la directrice générale d'une entreprise, ni plus ni moins. En fait, on va dire le CEO pour cet exemple-là, il est responsable de la stratégie globale et de la prise de décision à haut niveau. Donc le PDG, la PDG, c'est souvent une personne qui est salariée de l'entreprise et donc c'est une entreprise qu'il ou elle dirige. Et cette personne peut être l'un des fondateurs, mais pas forcément. Ou alors ça peut être une personne engagée pour gérer l'entreprise. Donc en gros, un PDG, c'est pas forcément un entrepreneur. Et à contrario, un entrepreneur, c'est pas forcément le PDG de sa boîte s'il est en société ou en LLC, notamment aux États-Unis. Pour t'illustrer cet exemple, je vais te donner tout simplement l'exemple de Tim Cook, qui est PDG d'Apple. C'est pas lui qui a fondé Apple, on sait tous que c'est Steve Jobs, mais par contre, c'est Tim Cook, le PDG. C'est pas non plus lui qui a pris les risques au début, c'est pas lui qui a fait grandir le bébé, mais maintenant, c'est lui qui prend les décisions actuellement. Aussi, le CEO, il rend compte au conseil d'administration et il est chargé de la performance globale de l'entreprise. Et il peut aussi être viré de son propre poste par ce même conseil d'administration qu'il préside. Comme d'ailleurs l'a été Steve Jobs par Apple, alors qu'il était lui-même le fondateur d'Apple. Donc déjà là, ça te donne une bonne idée de la différence entre entrepreneur et CEO, je pense. En plus de ça, j'ajouterais qu'en France, c'est impossible d'être CEO ou PDG si ta boîte n'est pas une société anonyme, une SA, ou éventuellement une SAS, donc une société par action simplifiée, ou une SCA, société en commandité par action. Sachant que dans les deux derniers cas, le terme il est plutôt informel, mais les fonctions sont les mêmes. En soi, le terme PDG, quand on le décortique, ça veut dire donc d'une part président ou présidente, c'est-à-dire la personne qui préside le conseil d'administration et qui participe aux orientations stratégiques de l'entreprise. Et d'autre part, il y a directeur ou directrice générale, c'est donc la personne qui participe à la mise en œuvre des activités de l'entreprise de manière opérationnelle et qui en assure la gestion au quotidien. À noter que d'ailleurs que si tu es en SASU, tu peux être que présidente ou président, mais pas DG. Donc si tu es en SASU, tu es PDG de rien du tout. Et aussi, j'en profite pour dire que c'est pas parce que tu es à la tête d'une entreprise et que tu emploies, entre guillemets, des freelances, que tu es CEO. D'ailleurs, on va mettre là aussi les points sur les i. Employer des freelances, ça veut rien dire en France, tout simplement parce que les freelances, ce sont des chefs d'entreprise à part entière. D'ailleurs, on va y revenir juste après. Et de ce fait, ils ne sont pas les employés d'une boîte, mais les prestataires. Ce qui fait de la boîte qui fait appel à eux des clients de ces freelances et non des patrons. Si la prestation elle doit être faite selon des horaires, des modalités et un tarif qui sont imposés par le client, alors dans ce cas-là, il s'agit de salariat déguisé et c'est ni plus ni moins qu'illégal en France, tout simplement. Donc pour faire bref, un chef d'entreprise, quel qu'il soit, qui fait appel à des freelances, c'est pas un manager d'une équipe, mais tout au plus, c'est la personne qui décide des actions et qui donne des informations en sa possession aux freelances pour que ceux-ci puissent exécuter la prestation pour laquelle ils perçoivent non pas un salaire, mais un chiffre d'affaires. Donc on est très 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 loin du CEO. Perso, j'en peux plus de voir le terme CEO qui fait en vrai plus cool que PDG, puisque en anglais tout a l'air plus cool dans le monde du business, on va pas se le cacher. Et j'en ai marre qu'il soit utilisé à n'importe quelle sauce par n'importe quel entrepreneur, qu'il soit indépendant ou freelance, on va y revenir d'ailleurs.
et qui veut se donner un peu d'importance sur les réseaux. Là, en termes de posture, comme on parlait de posture dans l'intro de ce podcast, le CEO, la CEO, c'est plutôt une posture de responsabilité lourde envers d'autres personnes. Il y a cette posture de leader. Le CEO doit être un leader stratégique. Il ou elle doit aussi inspirer confiance et guider les équipes vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Et potentiellement, si tu es CEO, si tu es PDG, tu devras employer mais aussi licencier des personnes. Et ça, crois-moi, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il faut arriver à laisser les émotions de côté et c'est pas si facile que ça. Et pour ça, je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 10 que j'ai sorti sur ce sujet. Et la posture du CEO, c'est aussi la posture de quelqu'un qui potentiellement risque d'être un peu moins sur le terrain, mais un peu plus dans la posture de la personne qui représente l'entreprise auprès des partenaires, des collaborateurs, des institutions, etc. C'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. Maintenant que ce terme est débunké, tu vois encore un autre mot qui fait plus cool en anglais, j'aimerais t'apporter aussi quelques éléments de différenciation entre différents termes, comme freelance, travailleur indépendant, personne d'affaires, entrepreneur, solopreneur, infopreneur. On va commencer avec les freelances. Les freelances, c'est des professionnels indépendants qui travaillent sur des projets ou des missions spécifiques pour différents clients. C'est ce que je t'ai exposé juste avant. Ce sont des prestataires de services. Donc les freelances, ils ne sont pas employés d'une entreprise et ils gèrent généralement eux-mêmes leur emploi du temps, leurs clients et leurs tarifs. Ils peuvent travailler dans divers domaines. Il peut y avoir par exemple le graphisme, la rédaction, le web design, la programmation, le conseil, etc. Les domaines sont assez larges et le travail est souvent temporaire ou alors projet par projet et ils peuvent jongler avec plusieurs clients à la fois. Quand je dis temporaire, ça veut dire que ce n'est pas des missions en général très longues. Ce n'est pas des missions de 2, 3, 5 ans. C'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Et quand c'est le cas, en général, il faut que le freelance ait d'autres clients à côté parce que s'il n'a qu'un seul client et une mission longue, dans ce cas-là, on tombe clairement dans le cadre du salariat déguisé. En tout cas, la majorité du temps. Dans la posture du freelance, on retrouve l'idée d'autonomie. Parce qu'un freelance, c'est quelqu'un, comme on peut le rappeler, qui gère totalement tout lui-même ou elle-même. On retrouve aussi la flexibilité, forcément, et la spécialisation dans le domaine spécifique que la personne a choisi d'exercer en tant que freelance. Donc, c'est une posture de quelqu'un qui est expert, qui est flexible, autonome et qui gère tout, que ce soit ses projets ou ses relations clients, elle-même. D'ailleurs, cette posture, c'est aussi la posture de quelqu'un qui est totalement sur le terrain au contact direct des clients. Ensuite, on va passer à la catégorie des travailleurs indépendants. Ce terme, il semble similaire à celui de freelance dans le sens où les travailleurs indépendants, ils travaillent pour eux-mêmes sans être employés par une entreprise. Mais cette catégorie, elle est plus large et elle peut aussi inclure des professions libérales, des artisans, des artistes, etc. Par exemple, une psychologue indépendante, c'est une travailleuse indépendante. Une artiste qui a fondé sa propre boîte aussi. Par contre, petite nuance, une artiste qui bénéficie du régime de l'intermittence du spectacle, c'est pas une travailleuse indépendante. Ce régime, en fait, c'est un régime spécial du statut de demandeur d'emploi. Mais quand même, la gestion, la prospection, le réseautage et tout ce que le développement d'une carrière artistique implique, c'est très sensiblement similaire à ce que doivent faire les travailleurs indépendants. Donc, quand même, bien que les statuts soient pas les bons pour entrer dans cette catégorie, personnellement, j'ai tendance à considérer les artistes professionnels comme des travailleurs indépendants en termes de fonctionnement. Les travailleurs indépendants, ils peuvent avoir une activité plus stable et plus régulière dans un domaine spécifique par rapport à la nature plus projet par projet des freelances. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus quelque chose qui se répète, c'est la même mission qui va se répéter dans différents contextes, alors qu'un freelance, c'est vraiment projet par projet selon les types de clients. Les travailleurs indépendants, très souvent, ils gèrent leur propre entreprise, à l'exception, comme je te le disais juste avant, des artistes qui sont sous le régime de l'intermittence du spectacle. Mais bon, c'est vraiment une exception. Mais cette entreprise, elle peut se limiter à leur propre travail et compétences, sans chercher nécessairement à se développer ou à innover. Ce qui illustre parfaitement bien ce concept, c'est l'exemple des avocats, des psychologues, des artisans. Ils ont leur métier, voilà, ils font un métier. C'est vraiment d'ailleurs catégorisé comme métier. Alors que freelance, c'est beaucoup plus large. Tu peux être freelance dans plein de choses différentes et tu peux même faire plusieurs prestations différentes que tu regroupes sous une seule et même entreprise. Alors que là, vraiment, les travailleurs indépendants, très souvent, voilà, ils ont un métier, ils font leur métier et basta. Bien entendu, il peut y avoir aussi ces personnes qui font ces métiers-là de manière salariée. Les avocats, les psychologues, ça peut arriver. Mais moi, je parle là vraiment des travailleurs indépendants qui sont à leur compte. Donc la posture des travailleurs indépendants, elle est très similaire à celle des freelances, à la différence près que selon la catégorie de travailleurs indépendants, il peut y avoir beaucoup moins, voire quasiment pas, de prospection à faire, voire pas du tout d'ailleurs,
donc moins de démarchage sur le terrain. Quand on prend l'exemple de l'avocat qui est en cabinet, voilà, quelqu'un a besoin d'un avocat, je sais pas moi, spécialisé dans le divorce. En général, il va faire quoi? Il va taper sur Google avec le nom de sa ville. Il va dire, voilà, recherche, enfin, avocat spécialisé en divorce sur Lyon. Voilà. Et il va tomber sur plein de liens Google, plein de liens sur Google Maps aussi. Il va aller voir tel ou tel cabinet, il va choisir son avocat et basta. C'est généralement pas l'avocat qui va faire du démarchage sur le terrain en mode bonjour, je suis avocat pour les divorces, est-ce que vous avez besoin de mes services? Voilà, à mon sens, c'est une des différences notables entre les travailleurs indépendants et les freelances. Mais à mon sens, ces deux catégories, elles sont relativement proches l'une de l'autre, dans le sens où les freelances et les travailleurs indépendants, ils se concentrent habituellement sur la fourniture de services ou de produits dans des modèles d'affaires qui sont établis. Ils n'ont pas nécessairement l'intention de changer ou d'innover dans leur secteur d'activité. En plus de ça, il y a un élément central dans ces deux catégories. Si ces personnes ne travaillent pas, elles ont tout simplement pas de revenus. Le fait de se baser sur la vente de services, ça revient à vendre son temps ou ses compétences contre de l'argent, ni plus ni moins. C'est en gros le modèle qui est établi depuis des siècles et sur lequel a été basée la construction d'une énorme partie de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour la suite de l'épisode, je vais regrouper les freelances et les travailleurs indépendants sous l'étiquette indépendant. Voilà, donc quand je vais parler des indépendants, ce sera ces deux catégories-là. Maintenant, on va passer à la catégorie des entrepreneurs. Là aussi, avec un grand E, c'est une grande catégorie qui est composée de sous-catégories, comme tu vas le voir. Ce terme, il est lui aussi énormément utilisé à tort. Et là, par contre, c'est souvent des freelances ou des travailleurs indépendants qui se disent entrepreneurs alors que, non, tout simplement. Les entrepreneurs, c'est quoi? Ce sont des personnes qui créent et qui gèrent une nouvelle entreprise, souvent en prenant des risques financiers, mais pas toujours. Maintenant, grâce à Internet et à la mise à disposition de nouvelles technologies comme l'IA, ça peut être aussi des entreprises qui sont créées à faible coût, voire parfois gratuitement ou presque. Contrairement aux freelances et aux travailleurs indépendants, les entrepreneurs ils se concentrent plutôt sur la création et le développement d'une entreprise avec l'intention de la faire croître et de générer des profits sur le long terme. Certains entrepreneurs ils peuvent employer d'autres personnes et avoir de ce fait la responsabilité de l'ensemble de l'entreprise et pas seulement de projets individuels. Et le terme entrepreneur est souvent aussi associé à l'innovation et au développement de nouvelles idées et de nouveaux marchés. Dans la catégorie des entrepreneurs, on retrouve deux termes qu'on rencontre de plus en plus sur les réseaux sociaux. En premier, on a le terme de solopreneur. Les solopreneurs, c'est des entrepreneurs qui travaillent seuls, sans constituer une équipe ou employer d'autres personnes. Ils gèrent donc tous les aspects de leur entreprise, de la création de produits ou de services, à la gestion de la clientèle, en passant par le marketing, les finances, etc. Et on retrouve souvent comme motivation la volonté d'avoir un contrôle total sur leur travail et de maintenir une structure d'entreprise qui est vraiment simplifiée. Cette approche de solopreneuriat, comme on l'appelle, ça convient particulièrement aux entreprises qui ne nécessitent pas de grande équipe, comme le consulting, le coaching, le design graphique, la rédaction, etc. Et en deux, on a ce qu'on appelle les infopreneurs. Les infopreneurs, c'est des entrepreneurs qui créent et qui vendent des informations ou des connaissances, généralement sous forme numérique. Les produits des infopreneurs, et ça peut inclure des e-books, des cours en ligne, des webinaires, des podcasts, des blogs, etc. Et l'accent, il est mis sur la création de contenus éducatifs ou informatifs qui apportent de la valeur aux clients, souvent dans une niche assez spécifique. Les infopreneurs, ils utilisent généralement des plateformes numériques et des outils en ligne pour distribuer et commercialiser leurs produits. Voilà, ça c'est assez simple à comprendre. Maintenant, les solopreneurs et les infopreneurs, ça représente des branches plutôt modernes de l'entrepreneuriat qui sont adaptées à l'ère numérique et à l'indépendance professionnelle. Les solopreneurs, tu as peut-être pu le voir notamment sur LinkedIn, il y a une grosse communauté de solopreneurs. Ils se concentrent sur le maintien d'une structure d'entreprise individuelle, alors que les infopreneurs, ils se spécialisent plutôt dans la vente de connaissances et d'informations. Et les deux, ils peuvent bien évidemment se compléter. Tu peux être infopreneur et solopreneur en même temps. Et ces deux concepts, ils sont particulièrement présents dans le contexte actuel, où la technologie facilite énormément l'indépendance professionnelle et l'accès à un large public en ligne. La posture des entrepreneurs, on va dire qu'elle est plutôt tournée vers l'innovation. Voilà, on va tenter de nouvelles choses, on va faire des erreurs, parfois même en public, on va tester de nouvelles technologies, façons de faire, etc. Il y a aussi cette notion de prise de risque calculée. C'est vraiment une notion qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Et bien sûr, la posture aussi qu'on retrouve le plus, c'est la forte orientation vers la croissance et le développement de l'entreprise ou des différents projets qui composent cette entreprise. Maintenant, tu as peut-être remarqué, il y a des similitudes entre les freelances et les entrepreneurs notamment. Mais on va revenir sur ce qui les différencie. Donc la différence entre
la catégorie des indépendants, comme je l'appelle, et la catégorie des entrepreneurs. Pour résumer les points principaux de différence entre d'un côté les freelances et les travailleurs indépendants et de l'autre côté les entrepreneurs et les deux sous-catégories, je dirais que ça se joue sur deux axes majeurs. D'un côté, on a la création ou l'amélioration de business models, donc de modèles d'affaires. Les entrepreneurs, d'un côté, ils cherchent généralement à créer ou à améliorer des business models. Ça implique souvent l'innovation, la disruption de marchés existants ou la création de nouveaux marchés. Alors que de l'autre côté, les freelances et les travailleurs indépendants, ils se concentrent habituellement sur la fourniture de services ou de produits dans des business models qui sont déjà établis, qui sont relativement simples et basiques. Ils n'auront pas nécessairement l'intention de changer ou d'innover dans leur secteur d'activité. Voilà, ils vont aller prospecter, ils ont un service à vendre, ils vont trouver leurs clients, ils vont effectuer le service, et voilà. Pour les travailleurs indépendants, comme je disais plus tôt, ils ont leur métier, leur clientèle qui vient, qui s'élargit très souvent via le bouche à oreille d'ailleurs, ou via des choses comme le SEO ou des choses comme ça. Et voilà, ils ont leur métier, ils ont leur cabinet, ils ont leur local d'activité. Les clients viennent à eux, ils font la prestation pour laquelle ils sont payés, et voilà. Donc ça, c'est pour le côté création ou amélioration de business model. Et de l'autre côté, le deuxième axe majeur de différenciation entre les indépendants et les entrepreneurs, à mon sens, c'est la scalabilité et la génération de revenus. Pour rappel, la scalabilité, enfin d'ailleurs c'est peut-être pas un rappel pour toi, peut-être que tu connais pas ce terme, mais la scalabilité, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un système à croître et à gérer efficacement une augmentation de la demande et donc des revenus sans compromettre ses performances ou sa qualité ou la qualité de vie de l'entrepreneur. Par exemple, si une entreprise passe de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que l'entrepreneur qui a la tête doit bosser 2 fois plus, dans ce cas-là, on ne parle pas de scalabilité. En revanche, si elle passe de 100 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que l'entrepreneur bosse le même nombre d'heures, là, c'est clairement de la scalabilité. Donc à ce niveau-là, les entrepreneurs, les solopreneurs et les infopreneurs, très souvent, ils cherchent à construire des entreprises qui peuvent croître et générer des revenus même en leur absence. Ça implique souvent des modèles d'affaires, donc des business models, qui dépendent pas directement du temps ou de l'effort personnel continu. C'est aussi plus ou moins lié d'ailleurs au terme de revenu passif. J'aime pas spécialement ce terme dans le sens où passif, on a souvent l'impression que c'est un revenu, voilà, on fait rien et hop, on a de l'argent qui tombe. C'est pas vraiment ça. C'est un revenu qui est décorrélé du temps qu'on passe à travailler sur ce qui crée ce revenu. Et l'idée de scalabilité, qui est très liée aux entrepreneurs, solopreneurs et infopreneurs, c'est très lié aussi à cette idée de décorrélation entre le temps de travail et les revenus générés. Et à l'inverse, les freelances et les travailleurs indépendants, ils sont généralement payés pour leur temps et leurs compétences. S'ils ne travaillent pas, et ils ne gagnent pas d'argent. Le modèle, leur modèle à eux en tout cas, il n'est pas conçu pour la scalabilité de la même manière que celui des entrepreneurs. Du coup, ça limite leur potentiel de croissance et de revenus passifs. Donc j'espère que dans ta tête maintenant, c'est beaucoup plus clair les différences entre freelance, entrepreneur, un travailleur indépendant, CEO, etc. Et avant de te laisser digérer toutes ces informations et de réfléchir à tout ça, il y a une dernière catégorie dont j'ai pas encore parlé, c'est les personnes d'affaires. Peut-être que tu en fais partie, donc on va voir ce terme rapidement histoire de le comparer aux autres. Les personnes d'affaires, c'est celles qui s'engagent dans des activités commerciales existantes en se concentrant sur la croissance, l'expansion et la gestion efficace des entreprises. Alors contrairement aux entrepreneurs qui innovent ou créent de nouveaux marchés, les personnes d'affaires, elles travaillent souvent avec des modèles d'affaires, donc des business models qui sont déjà établis, et elles cherchent à optimiser, à étendre ou à renforcer leur position dans un marché déjà existant. Elles peuvent être propriétaires d'entreprises, investisseurs ou jouer un rôle clé dans la direction stratégique d'une entreprise sans nécessairement en être les fondateurs. Et les personnes d'affaires, elles se distinguent notamment par leur capacité à naviguer dans le monde des affaires, à établir des relations commerciales plutôt solides et à utiliser le capital et les ressources pour développer et pérenniser leur entreprise. Donc leur approche, elle est souvent plus pragmatique et plutôt orientée vers des résultats à court et moyen terme par opposition à l'approche plus risquée et orientée vers l'innovation des entrepreneurs. En fait, les personnes d'affaires, elles se situent quelque part entre les travailleurs indépendants et les freelances et les entrepreneurs. Mais elles se rapprochent plus des entrepreneurs pour plusieurs raisons. Déjà, on a le développement et la croissance des entreprises. Les personnes d'affaires, elles se concentrent sur le développement et la croissance de leurs entreprises, et ça implique souvent des stratégies d'expansion, de diversification et d'optimisation des revenus. Et ça, c'est des caractéristiques qui sont plus typiques des entrepreneurs que des travailleurs indépendants ou des freelances. En deux, on a l'utilisation de modèles d'affaires établis. Là, contrairement aux entrepreneurs qui peuvent chercher à innover ou à disrupter des marchés, les personnes d'affaires, elles travaillent généralement avec des modèles d'affaires existants. Ceci dit,
Ça signifie pas qu'elles cherchent pas la scalabilité. Elles peuvent chercher à étendre ces modèles d'affaires à plus grande échelle ou à les rendre plus efficaces. Donc là, elles sont vraiment entre les deux, entre les indépendants et les entrepreneurs. En 3, on a l'orientation vers la pérennité et la stabilité. Les personnes d'affaires, souvent, elles visent la pérennité et la stabilité de leurs entreprises, ce qui implique une gestion beaucoup plus prudente des risques et des ressources, mais toujours avec l'objectif de croissance et de profitabilité quand même à long terme. Et en 4, on a bien sûr des différences avec la catégorie des indépendants. Les indépendants, comme on l'a dit plusieurs fois, ils se concentrent sur leur propre travail et leurs propres compétences, avec des revenus qui sont généralement liés à leur temps et à leurs efforts personnels. Alors que les personnes d'affaires, en revanche, elles gèrent des structures beaucoup plus complexes et elles cherchent à maximiser les profits, pas seulement à travers leur travail personnel, mais aussi en gérant des ressources, des équipes et des stratégies d'entreprise. Donc là, en termes de posture, en réalité, on est à mi-chemin entre les entrepreneurs et les CEO. On a le côté développement et croissance d'entreprise, et de l'autre côté, on a tout ce qui est management d'équipe, très souvent avec un système relativement basique et un petit peu old school, entre guillemets. On a aussi le côté un peu moins prise de risque des travailleurs indépendants et des freelances. On a aussi d'ailleurs le côté moins prise de risque de la catégorie des indépendants. En fait, l'entreprise, pour les personnes d'affaires, c'est pas forcément leur bébé, mais un outil de croissance personnelle, professionnelle et financière comme un autre. Donc c'est vraiment une posture qui est à mi-chemin entre tout ce qu'on vient de dire un peu avant. Donc tu l'auras compris, sous la casquette de chef d'entreprise, il y a énormément de termes qui se cachent et qui sont souvent mal employés. La raison principale de ce mauvais emploi de certains termes, notamment sur les réseaux sociaux, c'est clairement, à mon sens, la mise en valeur d'un statut qui est jugé plus important ou imposant que d'autres. En gros, c'est de l'ego. Voilà, c'est dit. À mon sens, c'est vraiment des personnes qui essayent de se donner un statut qu'elles n'ont pas forcément pour avoir l'image qui va avec. Et à mon sens, c'est important d'employer les bons termes quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou le travail d'indépendant. Pourquoi? Tout simplement parce que si on emploie nous-mêmes les mauvais termes, on prend aussi la mauvaise posture. C'est comme si on se mentait, qu'on essayait de mentir aux autres. Quelqu'un par exemple qui se dit CEO sur LinkedIn et qui arrive dans un rendez-vous en se présentant comme un consultant indépendant qui cherche à acquérir un client en vendant son temps contre de l'argent, cette personne, elle part clairement du mauvais pied. La personne en face, elle verra tout de suite l'imposture. Et en vrai, qui a envie de travailler avec une personne qui soit n'est pas lucide sur son statut, soit l'enjolive délibérément pour se donner des airs alors qu'il n'y a ni les actions ni les résultats derrière? Personne. Ce genre de relation, ça part vraiment pas du bon pied. Et à l'inverse, un entrepreneur qui est là pour disrupter un marché et scaler son activité et qui se présente comme un freelance, il se met pas dans la posture qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Il se sous-estime. Pas parce qu'un freelance vaut moins qu'un entrepreneur, c'est pas du tout ça. C'est juste que, comme on l'a vu précédemment, un freelance va pas forcément chercher à disrupter son marché, à aller chercher de l'innovation, etc. Et pour aller faire ça, il faut avoir cette posture d'entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec qui est supérieur à qui est inférieur à qui. Vraiment, personne n'est supérieur ou inférieur à personne. Ça, je veux bien que ce soit très clair. Il n'y a pas de hiérarchie dans tous ces statuts. C'est chacun fait en fonction de ses ambitions, de ses objectifs, de sa personnalité aussi, et aussi de ses compétences tout simplement. Par exemple, quelqu'un qui est une très bonne psychologue indépendante, je vois pas pourquoi elle irait chercher à disrupter le marché, tout ça, à innover, alors qu'elle fait un excellent travail et qu'elle aide des centaines, voire des milliers de personnes dans son travail. Voilà, donc tout ça pour dire que, à mon sens, c'est très important d'avoir la bonne posture qui correspond à notre statut réel et pas de s'inventer une vie, que ce soit sur les réseaux ou en dehors. Bref, vaste sujet aujourd'hui dans cet épisode comme tu peux le voir et j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ces définitions et comment toi tu te positionnes. Tu peux me le dire dans les commentaires. Voilà, cet épisode était un peu différent des précédents et j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé. Je te retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de l'année dans lequel je vais te parler du gros challenge que je vais démarrer en janvier 2024. Alors je sais que l'épisode tombera le 24 décembre, donc c'est pas exclu que la date de diffusion change, exceptionnellement, mais si tu fais partie de ma mailing list, tu seras averti de cet éventuel changement. Si t'en fais pas encore partie, le lien pour y accéder se trouve dans la description de l'épisode. C'est gratuit et c'est totalement complémentaire de ce podcast. En attendant de te retrouver dans le prochain épisode, très belle journée à toi.